Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Marc Dujaric exerce en tant que coach relationnel et accompagne les personnes dans le rapport à soi et aux autres. Avec son acolyte Marie-Ange Botta, ils sont à l'initiative d'un nouveau podcast intitulé sobrement Homme, où ensemble et avec leurs invités, ils questionnent sur ce qu'est être un homme dans notre société actuelle. Dans cet épisode, Marc nous présente ce projet et on aborde son parcours, les relations hommes-femmes, la rencontre à l'autre, la dépendance affective, le féminisme, et plus généralement ce qu'est vivre dans un corps masculin aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Marc. Salut Loïc. Bienvenue dans ce podcast. Cool. Comment vas-tu? Avec quoi arrives-tu? Quelle est ta météo du moment? Elle a évolué un peu. Là, je viens avec un bout de Calimero de putain, les projets que je fais, ils sont trop bien, mais en même temps, c'est moi le maillon faible. Je vibre pas. Tu sais, le truc où on rigolait tout à l'heure sur pas forcément assez vibrer d'énergie et tout. Et en même temps, je me dis, bon, bah, ok, pas grave, comme la métaphore que j'ai d'un jeu vidéo, je remets une pièce, game over, c'est pas grave, je remets une pièce, je recommence, et puis basta, hein, c'est que de la vie. Donc là, c'est en train de se détendre, c'est en train de me faire marrer, et c'est en train de me challenger sur mes croyances et moi, sur la réussite, l'argent, le succès, toutes ces jolies pressions que je peux me mettre. Donc je suis là avec ça. Mais écoute, ça résonne, ça fait écho pour moi aussi organiser un événement qui est en train un peu aussi d'enclencher ces mêmes frustrations. Donc ça fait écho. Je comprends. Moi, je viens d'en annuler un aussi, donc voilà, ça c'est fait. On apprend. Ouais, en tout cas, moi, j'apprends. Si je parle au nom du jeu. Ouais. Bon, si t'es ici, c'est notamment pour nous parler de ton nouveau projet, qui est un podcast qui vient de sortir, qui s'appelle Sobrement Homme. Et du coup, comment tu peux nous le présenter et quelle est l'intention de ce podcast? Alors, c'est marrant que quand tu dis homme, tu me dis est-ce que c'est homme le podcast ou juste homme? Parce que vraiment l'intention, effectivement, quand le nom est venu, c'était d'être le plus sobre, le plus direct, de dire bon, en gros, j'ai envie de parler des hommes, j'ai envie de parler des corps masculins, j'ai envie de parler de ce que c'est qu'être dans un corps masculin. Qu'il y a 1 an, en gros, ça s'est vraiment commencé à se shaper et se matérialiser. Quand je parlais avec Marie-Ange, qui est la personne avec qui ma co-host ou ma co-autrice ou je sais pas comment on dit en français le co-host. Et je lui parlais mais j'ai envie d'avoir un binôme avec qui faire ça. Je préférais avoir un corps féminin. Et elle me fait, moi. Et je fais, oui. Et donc voilà, et donc ça s'est lancé. On devait trouver un titre. Et effectivement, le mot homme. Je me suis dit, mais je peux pas faire plus simple. Je veux parler simplement de ce sujet, de sujets dont on parle beaucoup, pour moi depuis un moment, et mais dont très peu de voix. J'entends très peu j'ai eu peu de voix d'hommes qui parlaient en leur nom. Et donc moi, ça m'intéressait d'entendre, des hommes dire comment ils vivent, ce que c'est que être un homme au quotidien. Ça me fait penser souvent l'exemple que je donne où Maya Mazurette, qui fait pas mal de podcasts, de la télé et tout, et qui parle souvent du rapport homme-femme. Et je me souviens d'une émission où elle dit, elle va poser des questions aux hommes en disant, c'est quoi d'être un mec? Elle leur pose des questions et à la fin, elle fait, mais en fait, les hommes, ils sont pas du tout ce que je crois que. Enfin, quand je leur pose des questions, que je leur demande qui ils sont, ils ont rien à voir avec l'image qui est véhiculée ou la projection que j'ai sur eux. Donc voilà, mon intention, en tout cas, il y avait ça. Il y avait, ce serait pas mal que c'est cool d'imaginer ce que c'est qu'être un homme.
Mais ce serait pas mal de demander aux hommes ce qu'ils en pensent et qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent de leur intérieur. Et voilà. Et moi, c'est vraiment parti depuis que j'ai 12 ans où je suis connecté à ce qu'on appelle l'inconscient collectif masculin, qui est un truc que j'ai vu en plus après ça existait, que Jung le nommait, certains nomment ça un égrégore. Je pense que j'étais vraiment connecté à cette sorte d'égrégore masculin et dedans, j'y voyais pas grand chose de chouette. Enfin, je voyais de la violence, de la tristesse, de la déconnexion, de la dépression, des masques, du mensonge. Et j'étais là, franchement, devenir un homme et un homme adulte, pas funky, quoi. Et pourtant, j'allais le devenir. Donc, j'ai longtemps été en lutte à devenir un homme, à incarner les valeurs masculines et encore plus à devenir un adulte. Parce que je me suis dit, putain, ça a l'air juste la misère d'être ça. Et vivant ça de l'intérieur et me sentant, voilà, pas très forcément adéquate avec ma société, avec ce qui se passait et avec souvent une autre image qui était, mais attends, t'es un homme blanc, cis, bon, ça existait pas à l'époque, mais t'es un homme blanc, cis, privilégié, bourgeois, beau, t'as toutes les qualités, pourquoi tu te plains, ferme ta gueule. Je dis, ouais, mais de l'intérieur, je comprends que c'est ce que je véhicule et ce que je renvoie, mais moi de l'intérieur, c'est pas ce que je vis, quoi. C'est pas ce que je vis. Et je pense qu'en plus, à force, il y a une part de moi qui a été une part assez forte et qui est en train de lâcher une sorte de rébellion face à ça. Vous voulez que j'ai tout? Ok, ben je vais me mettre en rébellion et je vais me dire que j'ai rien. Donc ça a été aussi, je pense, une structure de mon ego de. T'es parti à l'opposé, quoi. Exactement. Laissez-moi tranquille, j'ai rien. Donc je vais vous prouver que j'ai rien, que la vie d'un mec c'est pourri. Aujourd'hui, en fait, si je fais ça, je me pourris ma vie. Donc je change le paradigme. Et en même temps, c'était important pour moi de dire ce que c'est que le cœur d'un homme, le corps d'un homme, la pensée, tout ça. En gros. Là, ce qui me vient et peut-être qui permettra un peu d'éclairer sur ce que tu exprimeras dans ce qui va venir ensuite, c'est quoi les distinguos? Parce que tu parles de corps masculin, on parle de sexe, de genre, d'orientation sexuelle. Là, de ce titre homme, comment tu compartis tout ça? Qu'est-ce qui définit quoi? Une bonne question. Je pense que j'y comprends plus que beaucoup et vraiment pas grand chose. C'est encore très confus. Donc pour moi, il y a parce que il y a quelqu'un que j'aime bien qui sera ma deuxième invitée, qui sera le joueur a priori qui sera là le 23, qui est nommé idolâtre, qui considère qu'aujourd'hui il y a des recherches qui disent qu'il y a en gros 43 genres ou expressions de genre en fonction de ta génétique, de ton système endocrinien, de tes hormones, de ton sexe, de ton identification au genre. Si tu combines un peu tout ça, il y a 43 trucs. Clairement, je suis à zéro là-dedans de pouvoir t'expliquer ça. Ce que je comprends pour moi, c'est je suis né avec un pénis. Ce qui me lie d'une certaine façon aux autres corps avec un pénis. Parce que le corps à pénis a une projection. Moi, je préfère dire corps masculin. Mais aujourd'hui, comme dirait une copine, il y a des corps à vulve, il y a des corps à pénis. Et puis, est-ce que tu peux être dans un corps d'homme? Enfin voilà, tu peux être trans ou pas trans. Bon, c'est un peu complexe. Mais pour moi, en gros, je me sens homme dans le fait que j'ai un corps d'homme. Dans mon identité, c'est plus fluide. Parfois, je me sens femme, parfois, je me sens homme. Et donc, effectivement, il y a une différence entre ton sexe, le corps dans lequel tu vis, ton identité. Ces choses-là sont divergentes. Et puis après, il y a en plus, pour moi, le yin, le yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine, le parasympathique, le sympathique, qui se retrouvent dans plein d'autres endroits, qui sont deux énergies complémentaires. Qu'aujourd'hui, des personnes challenge en disant je préfère qu'on parle de yin et yang, ou je préfère qu'on parle même plus de masculin et de féminin. Et en même temps, pour moi, le masculin et le féminin me parlent 10 fois plus que si je te dis ah ouais, là je suis vraiment dans mon système sympathique, là je me sens vraiment dans mon énergie sympathique. Alors là, t'es complètement dans ton parasympathique ou dans ton yin ou dans ton yang. Ça me parle moins, tu vois, que dire là je me sens dans mon masculin ou dans mon féminin. Pour moi, voilà, peut-être que je suis déjà un boomer parce que c'est une de mes réflexions.
Mais moi, ça me parle. Les autres concepts, je les ai, mais ils sont pas aussi ancrés dans ma structure génétique, j'ai envie de dire, dans mon corps. Je- ça résonne aussi parce que je suis un peu comme toi, mais effectivement, je suis plus dans du masculin-féminin et j'essaye de prendre ça comme une grille de lecture, pas comme Ouais. une définition. Et, et moi, j'entends du coup un homme qui se questionne, un homme en chemin. Tu parlais de cette histoire d'égrégore à 12 ans, etc. Est-ce qu'il y a eu vraiment un autre moment où tu t'es mis en chemin, ou en tout cas, tu as réalisé que il y a peut-être des choses à comprendre sur toi-même? Alors, il y a eu plusieurs étapes. La toute première, c'est, je pense, que j'avais 17 ans, pas de meuf, je jouais aux jeux vidéo et le drive de rester puceau toute ma vie m'a été insupportable. Donc, j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai vu un psy. Même, tu vois, la formulation, j'ai pécho une meuf. Bah, on s'est pécho ou on s'est embrassé. Parce que je suis pécho, c'est comme si c'était que moi. Bref, en tout cas, l'expression est là. Nous nous sommes embrassés. Comme ça, ce sera une expression plus neutre. Et ça a déjà été un premier début pour moi d'arrêter les jeux, voir un psy et découvrir. Et après, ça a continué à cheminer. Je sais que je lisais déjà un peu des bouquins de tantra, que le père de mon meilleur ami était psy, donc j'ai lu des bouquins sur l'hypnose et Erickson assez tôt et assez jeune. Et un jour, mes deux parents sont tombés malades et là, pour le coup, la structure à laquelle j'avais grandi à la fois, je pense, corps masculin et bourgeois, fait que j'ai été dans une incapacité à avoir enfin, je sais pas ce que c'était une émotion. Je pense que jusqu'à cette époque, quand j'ai vu la première saison de Dexter, pour moi, j'étais Dexter. C'est-à-dire, je n'avais pas d'émotion et je tuais pas des gens, hein, donc le côté ça, on va. Tu Bon, en me tout cas, rassures. si j'en ai tué, je m'en souviens pas. Ce serait vraiment problématique, donc je m'excuse. Mais non, c'était plus le côté. Moi, vraiment, Dexter m'a touché à un point dans. J'agis et je bouge vraiment pour faire plaisir, pas pour faire plaisir, mais pour faire croire que c'est ça ce que je suis censé faire. J'étais vraiment une sorte de robot qui me dit tiens là il faut que j'agisse comme ça pour que les gens pensent que je sois humain. Je me sentais vraiment ouais dans une sorte de miroir à devoir faire voilà je faisais genre je jouais à l'humain mais j'étais pas un être humain en tout cas pas à l'intérieur et quand j'ai cru que mes deux parents allaient mourir je sais pas dans la semaine ou dans le mois je me suis effondré, j'étais en larmes et pour moi, j'ai grandi avec ce truc de, un, j'ai pas le droit d'avoir d'émotions parce que j'étais un corps masculin, et deux, comme j'étais bourgeois, c'était, te plains pas, il y a d'autres gens qui ont moins que toi. Et donc, je disais, ah oui, mais bon, voilà, quand même, peut-être mes deux parents sont en train de mourir, peut-être que c'est assez pour que j'ai le droit d'être triste. Et je me dis, putain, en fait, voilà, ma psyché et ma personnalité est pas du tout adaptée à amortir ces chocs. Donc, je suis parti me mettre en chemin et en mouvement. J'ai lu un bouquin de méditation, j'ai voulu aller rencontrer Mathieu Ricard, je me suis retrouvé dans des retraites tibétaines, j'ai rencontré Mathieu Ricard, ce qui m'a fait marrer, et ensuite j'ai fait un chemin avec Vipassana beaucoup, qui sont donc des retraites de 10 jours en silence, où on médite 10 heures par jour, et pour moi ça a été des vacances infinies, de pas avoir à séduire, parler, à faire genre d'être un humain. Voilà, pour moi c'était, attends, pendant 10 jours, tu peux faire une pause, de faire semblant d'être quelque chose que tu ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà, donc moi ça m'a énormément structuré Vipassana, Goenka, la méditation. Et petit à petit, malgré tout, mes souffrances, mes colères envers les hommes, les femmes partaient pas forcément. Et le tantra et la sexualité est venu. Et ça a été, voilà, ça a remis du feu, du mouvement. Et aussi pendant ces périodes-là, j'ai pas mal fait de communication non violente, de constellation familiale. Et d'autres types de thérapies. Mais c'est vrai que tout d'un coup, revenir avec de la sexualité, ne plus avoir peur de cette énergie, m'en emparer, parce que c'est souvent un espace entre les hommes et les femmes de voilà, qu'est-ce qu'on fait de la sexualité? C'est un lieu de pouvoir et de lutte. Donc là, moi, je vais te dire clairement, j'avais peur de bander, j'avais peur des érections. Je pense qu'il y a encore une part de moi qui a peur de bander parce que mon sexe fait ce qu'il veut.
Donc pour moi, de découvrir un espace dans le fait, et c'est ce que je dis, de pouvoir redécouvrir qu'en fait, quand je dis à quelqu'un, ou je lui partage mon désir, je te fais un cadeau. En fait, je t'offre la possibilité, je t'offre mon désir. Enfin, c'est pas je t'offre mon désir, mais si je te dis, tiens, voilà mon désir. Tu dis oui, tu dis non, c'est autre chose, mais c'est un cadeau. Après, ça dépend comment c'est fait. Après, il est plus ou moins bien emballé. J'essaie d'emballer le mien de manière la plus consciente possible. Mais à un endroit, c'est tiens, je t'exprime mon désir. Donc voilà, il y a des façons adaptées et justes de le faire, des façons qui sont un peu agressives et violentes. Mais c'était retrouver en fait, mon désir et mes érections et la puissance, parce qu'un corps masculin, voilà, on en parlait, nous avons tous les deux la même chiropractrice. Et quand on entend, j'ai été voir un corps masculin, c'est pas la même sensation, c'est pas le même effet, une main qui fait 5 cm de plus c'est pas la même chose, quoi. Et donc voilà, pour moi, ça a été tout un voyage aussi plus chamanique avec aller vraiment voir mes ombres, aller vraiment accepter que voilà, mon corps est capable de violence, d'agressivité, et en même temps, il est capable d'amour, de tendresse, de joie, et je sais qu'un autre truc qui me revient là, c'était, je suis resté 7 ans en couple avec la première personne, et notre mécanisme un peu bancal, c'était, je sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas pour moi, et je lui disais, je vais dire son nom, de toute façon, il y en a qu'une. Clémence, écoute, ça fonctionne pas. Et elle me disait, moi, ça va, notre couple va bien, c'est toi qui as un problème. Et j'étais, bon, bah, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un peu bancal. Mais quand t'as 22 ans, et je me dis, mais attends, c'est elle la meuf, c'est elle la femme, elle sait ce que c'est aimer. Moi, je sais pas. Donc, c'est moi qui ai un problème. Ah ouais. Donc, souvent, j'allais voir ailleurs dans tous les sens du terme, je réglais mes trucs et je revenais. Et il m'a fallu 7 ans pour me dire, en fait, en tant qu'homme, mon amour et ma qualité d'amour est tout aussi bien que l'autre. Elle prend des formes différentes, mais je suis pas inférieur aux femmes en amour. Et j'ai vraiment grandi avec ça. Et ça aussi, pour moi, était un énorme chemin le jour où je me suis dit, je sais aimer. Mon corps ne me limite pas dans ma capacité à aimer, et je peux aimer, et j'ai envie d'aimer, quoi. Et c'est marrant parce que juste pas longtemps après, il y a une femme que j'ai rencontrée et dont la fille venait de faire un documentaire sur, justement, elle avait traversé les États-Unis pour interviewer plein d'hommes en leur demandant, c'est quoi pour vous aimer? Et il paraît qu'il y en a plein qui s'effondraient en larmes en disant, mais on m'a jamais posé la question, je sais pas ce que c'est. Donc je sais plus ce que c'était question, mais voilà, pour moi au centre, il y a vraiment parce que je trouve sur le chemin intérieur. Là, sur le chemin intérieur, il y a rien de plus beau qu'aimer. En plus, en ce moment, je suis en train de lire alors je vais partir d'un truc ésotérique, tu le gardes ou tu le gardes pas, mais en gros, l'intelligence galactique de notre système solaire, c'est d'apprendre à aimer. Et visiblement, nous sommes dans un système dont l'expérimentation et l'intelligence qui est censé nous créer, et que le soleil, l'énergie du soleil, c'est l'amour. Donc pour moi, j'étais là, mais comment je peux être privilégié si la chose la plus belle sur Terre, qui est aimer, je sais pas faire. Donc voilà, donc j'ai eu envie de savoir comment c'était aimer, j'ai envie de savoir comment c'était m'aimer, ce que c'était d'avoir des émotions. Et donc tout ça m'a amené aujourd'hui à en fait découvrir que c'était ok pour moi d'aller demander de l'aide à mon âme, parce qu'en fait j'ai une âme et que c'est un peu ma meilleure amie, et que depuis que je suis petit, j'avais un peu ce truc, il faut y arriver tout seul, Dieu je l'emmerde. Enfin, moi je suis un peu violent. Dieu, je suis petit. Mais tu vois, je vais me construire tout seul et je vais me bâtir tout seul et je peux pas demander de l'aide. Et là, depuis peu, j'accepte d'avoir de l'aide de mon âme, de Dieu, de mon entourage. Et je me sens plus seul et je commence à m'aimer, et ça fait du bien de s'aimer. Voilà, donc j'aimerais bien que, en tout cas, s'il y a d'autres corps masculins qui disent qu'ils savent pas s'aimer, qu'ils savent pas aimer, et qu'ils galèrent, si je peux contribuer à ça, putain, mais quel kiff, quoi. Et justement, comment t'as fait, toi, pour entrer en relation avec tes émotions? Alors, comment j'ai fait pour rentrer en relation avec mes émotions? Déjà, je remercie mes 2 parents d'être tombés malades, parce que voilà, j'ai chialé pendant 3 jours, que tout d'un coup, j'ai pas eu le choix, quoi. J'étais là, bon, en fait, tout est en train de lâcher, tout est en train de péter. J'ai essayé de me reprendre mon contrôle, et donc il y a eu ça. La communication non violente, même si je suis pas fan en tout, parce que je trouve que, alors, voilà, le nom déjà. Quoi? Le nom déjà. En tout cas, moi, je suis pas fan du nom, mais.
Ouais, moi non plus. Mais il y avait beaucoup de qualités et j'ai utilisé cet outil pour apprendre et m'autoriser à parler, verbaliser, dire et dire que j'avais des émotions et j'avais le droit de le dire. Et en fait, ce que m'a autorisé la communication non violente, c'est en gros, c'était comme si j'avais une bonne manière de dire les choses. Et donc, si j'ai une bonne manière de dire les choses, je pouvais les dire. Donc, je pense que j'ai un peu détourné le but, mais pour moi, ça a été ça. Et ensuite, je pense qu'effectivement, en m'asseyant beaucoup pendant Vipassana, j'ai pu comprendre ce que c'était. Les émotions, qui pour moi sont une construction mentale qu'on pose sur nos ressentis. C'est-à-dire qu'on est en permanence, j'ai des ressentis à l'intérieur de mon corps que je juge agréables ou désagréables, et ensuite cet agrégat de ressentis agréables ou désagréables, je mets une émotion dessus. Et donc pour moi, ça a été encore plus de pouvoir aller au-delà de l'émotion et d'aller juste sentir. Voilà. Je pense que ça a été un peu ça. Et j'ai aussi travaillé en tant que comédien pendant une longue période. Je suis en train d'oublier. Et je pense que j'ai choisi aussi ce métier pendant des années parce que c'était enfin un espace où les émotions sont valorisées. On peut être en colère, en amour, en joie, en liberté. On n'a pas besoin d'être poli. Une des bases d'un bon acteur, c'est de ne pas être poli. Un acteur ne peut pas être poli. Et donc pour moi, d'avoir un espace où je pouvais ne pas être poli dans ce corps très policé, c'était génial. Oui. La méditation, la danse, le théâtre, oui, des façons effectivement de rentrer en relation avec ses émotions qui me parlent tout à fait. Le corps, quoi. Avoir un corps. C'est ça. Ouais. Et j'ai cru comprendre que ce corps d'homme, il y a eu un moment en fait où est-ce que il y a eu un moment, je sais que moi je suis passé par là, d'autres hommes sont passés ou passent par là et peut-être passeront par là. Ou avec tout ce qui s'est passé un peu ces dernières années, est-ce que tu as été dégoûté à un moment d'être un homme ou d'être dans un corps masculin? Clairement. Mais je le disais encore il y a pas longtemps. Je dis à une amie qui disait mais tu détestes les femmes. Je dis ouais, je déteste les femmes, mais je crois que je déteste encore plus les hommes. Enfin, à un endroit, il y a une part de moi qui aurait et qui préfère encore de temps en temps être une femme. Mais clairement, ouais, il y a mais j'ai encore ce truc de je vais salir l'autre si je la pénètre. Enfin, tu vois, il y a encore je peux encore avoir certaines formes de dégoût. J'ai dit tout à l'heure que j'avais envie d'offrir mon désir, mais parfois c'est pas toujours ça. Parfois, quand je me prends 2-3 claques, quand je me prends 2-3 trucs, je me dis putain, ok, je vais encore aller. C'est pas encore évident. De pleinement être heureux d'être un homme. Il y a pas longtemps, j'ai organisé une retraite et à un moment, je suis allé au centre en hurlant parfois, je suis fatigué d'avoir la sensation, en tout cas, de me mettre sur les épaules la responsabilité du bonheur de l'humanité. Parce que je suis responsable du malheur des femmes, des enfants, de la planète. En tout cas, que l'image que renvoie mon corps est responsable de toutes les souffrances. Et je dis, mais c'est trop pour moi. Je peux pas. Enfin, je fais ce que je peux de mon coin. Et donc j'essaie de pas rentrer dans un caliméro, dans une posture de victime, mais effectivement mon corps, et c'est pas mon corps, c'est l'énergie masculine quand elle est pas quand elle est en surcharge, ça fait ça. Mais c'est pas mon corps, c'est pas forcément les hommes, et c'est là où moi c'est un truc qu'on en parlait tout à l'heure un peu en rigolant sur la nouvelle génération. Moi j'ai pas juste envie qu'on change de label et d'étiquette, j'ai envie qu'on change le fond. C'est pas parce qu'on tout d'un coup on dit qu'on est non binaire, qu'on est non genré, qu'on est fluide, que même moi, tu vois, je fais l'amour parfois avec des femmes, avec des hommes, que parfois je me mets en jupe, que je change le fond entre guillemets patriarcal ou masculin de l'injonction à être quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là, c'est là où il faut aller changer le truc, et ça c'est beaucoup plus dur à toucher. C'est plus dur à toucher parce que nous sommes tous patriarchistes, entre guillemets. On est tous le fruit du patriarcat. Hommes, femmes, non binaires, non genrés. C'était un truc dans Philosophie Magazine qui m'avait vachement marqué, où en gros il disait il ne peut y avoir d'altermondialiste que s'il y a de la mondialisation. L'altermondialiste est plus dépendant de la mondialisation que la mondialisation de l'altermondialiste. Et d'une certaine façon, le non-binaire dépend du binaire. Enfin, il n'existe qu'en opposition et en truc. Et moi, je me dis, putain, c'est encore de l'opposition. Et même si j'adhère, parce que je trouve que ça amène plus de liberté, que
Je kiffe cette idée de déconstruire et que c'est sûrement une étape vers plus. Mais pour l'instant, c'est encore en opposition. C'est encore dans une injonction à être non-binaire et pas juste être ce que tu veux. On s'en fout. Bref, ce besoin de se déclarer identitairement, moi, je trouve, cristallise plutôt que ne libère. Ouais, moi, j'ai plus l'impression que ces cases en deviennent des cages. Ouais, c'est ça. Alors, on entend beaucoup que l'homme doit se déconstruire. Je vais donner une anecdote. L'autre jour, justement, en sortant d'un spectacle de théâtre d'impro où j'ai joué, dans une discussion, on parlait d'émotions, de sensibilité, etc., avec lesquelles j'avais joué. Et une femme qui était venue se joindre à nous pour boire un coup, on parle de sensibilité, tout ça, et elle rebondit à un moment et sous forme d'affirmation me dit et t'es gay. Et je la regardais, je fais mais en fait parce que émotion, sensibilité définit mon orientation sexuelle. Mais apparemment voilà, on parle beaucoup de déconstruction des hommes mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire encore. Ouais, et c'est quoi tes questions? Est-ce que tu penses que les femmes devraient finir de se déconstruire? Non, mais voilà, est-ce que oui, finalement est-ce qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui se joue actuellement? Ah, mais moi, clairement, enfin, pour moi, c'est là où moi j'ai et je sais peut-être pas forcément faire mieux, mais dans ce truc de pointer la faute, c'est l'homme, je suis là, bah, non, en fait. Pour moi, ma posture, c'est soit on est tous victimes, on est tous bourreaux, mais pas l'un ou l'autre. J'adhère pas et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des actes où il y a quelqu'un qui commet un crime et il y a, je vais faire une distinction entre le monde judiciaire. Et c'est pas, je vais pas aborder le monde judiciaire. Il y a des actes qui sont commis, il y a des gens qui doivent aller en prison, enfin qui doivent. Si c'est le système dans lequel on croit, moi j'aimerais bien trouver un autre système. Si un jour on pouvait faire comme chez les Africains, où quand quelqu'un n'est plus dans son droit chemin, on le met au centre du village et tout le monde lui chante sa chanson de naissance pour qu'il reprenne ses sens jusqu'à ce qu'il reprenne. Moi, je suis pour ça. Je suis pas pour mettre les gens en marge de la société, les cacher pendant 10 ans et qu'ils reviennent. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans le système légal est là, il est bien, il est là pour défendre, pour créer du vivre ensemble. Mais c'est pas ça dont je vais parler. Je vais parler de responsabilité, plus de conscience et de global de comment les choses se passent. Pour moi, il y a deux choses. Il y a mon père a fait ce qu'on lui a dit de faire, que son grand-père lui a dit, que son arrière-grand-père lui a dit. Enfin bref, c'est qu'une ligne de gens qui se disent comment faire. Les femmes font pareil de l'autre côté. On leur a dit de faire ça. Donc pour moi, il n'y avait pas plus de liberté chez les hommes que chez les femmes à être autre chose que ce qu'on leur a proposé à être. Aujourd'hui, visiblement, on est censé avoir plus de liberté. Cool. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai parce qu'on le vit de l'intérieur? Peut-être qu'il y a un siècle, ils disaient la même chose. J'en sais rien. Mais pour moi, et c'est un truc où les gens ou à un endroit, je me sens plus féministe et je me sens plus humaniste que beaucoup de féministes. C'est pour moi, s'il y a une victime et un bourreau, et si le bourreau est plus responsable que la victime de la situation, si on part de cette idée que le bourreau est plus responsable, pas d'un point de vue légal. Oui, il est responsable d'un point de vue légal. Et là, je vais pas parler de responsabilité légale de nouveau. Oui. Mais si dans son champ de conscience, il était libre de ses actions, s'il est plus libre de ses actions, de comment il fait que la victime, et que si majoritairement les hommes sont les bourreaux, c'est-à-dire que les hommes sont plus libres et plus responsables de leur vie que les femmes. Mais moi, ça, je peux pas. Je peux pas accepter que les hommes soient plus libres et plus responsables que les femmes. Parce que si c'est le cas, mais il n'y a pas de rencontre, en fait. Si les hommes sont plus libres et plus responsables que les femmes de leurs actes, en fait, il y a pas d'égalité. De nouveau, si les hommes sont par exemple plus violents intrinsèquement que les femmes, de nouveau, il n'y a pas d'égalité. Donc moi, je veux bien qu'on rentre dans un vrai débat, mais est-ce qu'on peut se dire les choses clairement? Est-ce que s'il y a des vraies inégalités qui sont liées à mon corps et à mon genre, faut qu'on les mette au centre. Donc on peut pas aspirer à de l'égalité, on peut aspirer à une forme d'équité en prenant en compte qu'effectivement, quand tu regardes, je crois que les corps masculins sont plus agressifs, mais pour moi, l'agressivité est pas forcément une mauvaise qualité. Si tu pars du latin, agressif, ça vient de adgressere, qui veut dire aller vers. Donc, c'est une énergie qui va vers. Donc, effectivement, mais en même temps, tu vois, juste pour aller parler à quelqu'un dans la rue ou pour aller faire quelque chose, tu as une forme d'agressivité. Tu as besoin d'une énergie qui va et qui te met en mouvement. Si cette énergie, on l'appelle masculine, voilà, l'agressivité est plus masculin.
Et donc voilà, pour moi, à cet endroit-là, il y a, et c'est justement l'épisode qui sort aujourd'hui avec Grégory, donc le 15 juin, c'est nous sommes tous le fruit du patriarcat, on a tous des biais. Et lui, qui est donc de couleur noire, me disait, mais moi aussi j'ai des moments où je suis raciste, mais j'y peux rien. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est juive, je peux avoir des moments antisémites, mais pas parce que je suis antisémite en soi, mais parce que la culture, elle est là dans un coin. Et donc pour moi, c'est de se dire, ok, on est tous un peu racistes, un peu antisémites, un peu patriarcal. C'est là, c'est dans le fruit. Mais au bout de combien de temps on se rappelle que c'est une construction et pas une vérité. Et pour moi, si on partait de ce truc, en fait, on est tous co-responsables d'avoir créé ce monde et de l'avoir perduré pendant des siècles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Putain, qu'est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Mais à vouloir chercher, il y a un gentil, il y a un méchant, il y a une bourreau, il y a un victime, c'est lui qui est plus responsable. Pour moi, je vais être méchant et dans le jugement. On est dans du jeu de bac à sable et on fera pas grand chose de très constructif sur changer les fondements et pas juste on met une jolie devanture où aujourd'hui il y a de l'équité, il y a du truc. Très bien, mais ça change pas le fond. Ouais, on est encore plus porté sur les symptômes que les causes. Ouais. Et aussi ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser à Frank Lobvet, où la dualité, c'est l'unité. Et c'est aussi reconnaître que de temps en temps, on est dans cette position-là et on a tous une part des deux dans tout ce que t'exprimais un peu. Je pensais à lui pendant à la fin de mon truc, il y avait Franck Lobvet qui était dans un coin de ma tête. Donc t'as dû piger que j'étais en train de channeliser Franck Lobvet dans un coin de ma tête. Ouais. Est-ce que juste tu peux très rapidement parce que moi c'est un thème aussi que je connais très bien mais que j'ai pas forcément eu l'occasion d'aborder avec quelqu'un jusqu'à présent, en tout cas à travers ce podcast, c'est la dépendance affective et ce triangle de Karpman de victime, bourreau, sauveur, parce que je trouve que c'est une grille de lecture qui nous permet de comprendre nos comportements et qui est pas, je trouve qui est pas enseignée, ou en tout cas qui est très peu connue, et c'est que à la rigueur dans le milieu du développement du personnel, du bien-être, quoi. Mais moi j'adore, j'ai un atelier sur ça. J'ai un atelier que maintenant je peux proposer sur le triangle de Karpman et c'est un truc que j'adore. Moi je l'ai constaté chez moi un jour où je voyais que ma stratégie pour faire le triangle de Karpman à moi tout seul, comme un grand garçon. Tu faisais les trois d'un coup. Je faisais les trois d'un coup. En gros, tu vois, je suis. On va partir du postulat. Je suis un corps d'homme, donc j'étais mauvais. Donc pour moi, il fallait que je devienne le gentil et le chevalier. Le gentil, le chevalier, c'est le sauveur. Donc la stratégie, comment devenir un sauveur, il faut bien une victime. Donc si j'ai besoin d'une victime, il faut que moi je sois le bourreau à un moment. Et pour que je sois un bourreau de manière justifiée, il fallait que je sois une victime avant. Donc moi ma stratégie, c'est je me fais victimiser. J'utilise mon statut de victime pour haranguer et attaquer l'autre. Je ne viserai personne aujourd'hui de toutes les personnes qui se mettent en victime pour attaquer les autres, que tous ceux qui ont envie de se reconnaître et de se prendre un petit coup, il est volontaire. Je l'assume. Utiliser mon statut de victime pour attaquer, pour martyriser l'autre. Une fois que ma partenaire était bien effondrée, j'allais la sauver. C'est moche. Même quand je te le dis, je me dis putain, vraiment, j'ai du mal à pas me juger alors que c'était il y a 10 ans. Et j'ai vachement cheminé. J'ai eu deux de mes dernières partenaires qui m'ont vachement souvent offert le rôle de bourreau. Je l'ai beaucoup pris. Et je criais, en fait, il y a une part de moi qui était en colère. Et lors d'une de mes dernières ruptures, pas celle-là, mais celle d'avant, j'ai fait en fait, tu peux me proposer le rôle de bourreau, mais c'est fini. C'est cool, propose-le-moi. Très bien. Tu veux te mettre en posture de victime, parce qu'à la seconde, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le triangle de Karpman, c'est ça peut se créer dans les deux sens. À la seconde où je me mets en posture de victime, je crée un bourreau, que le bourreau ait fait quelque chose ou non. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être le bourreau qui fait une action et qui fait donc tout d'un coup, il crée une victime entre guillemets parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là à un niveau de la conscience. Et en même temps, l'autre jour, par exemple, je citais avec Marie-Ange, on était en train de travailler et donc je demande à une de nos prestataires si elle peut faire un changement sur une des pochettes du podcast. Et Marie-Ange prend sa défense instantanément. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Quoi? Pardon?
Donc, je lui envoie un message en privé en lui disant, écoute, je suis pas très à l'aise. Là, déjà, tu la défends et je me sens pas très soutenu alors nous sommes censés être le binôme, et elle être notre prestataire. Et surtout, en plus, tu parles à sa place. Enfin, tu viens la défendre alors qu'elle t'a rien demandé. Et en fait, à la seconde où en fait Marie-Ange vient dire et vient défendre donc cette prestatrice, elle offre à cette prestatrice le rôle de victime, à moi le rôle de bourreau, alors qu'on n'a rien demandé. Et tout d'un coup, juste en venant aider, tiens, bah hop, elle a créé une victime et un bourreau. Et je lui ai fait, mais en fait, j'ai pas spécialement envie d'être un bourreau et je suis pas sûr que ta prestatrice, en lui offrant le rôle de victime, tu lui fasses un grand service. Et c'est aussi simple que ça. C'est que cette dynamique-là, elle va tellement vite. Et donc voilà, ça demande effectivement, ça m'a pris des années pour, ah tiens, on est en train de me proposer un rôle de victime. Ah tiens, on est en train de me proposer un rôle de bourreau. Ah tiens, on est en train de me proposer un rôle de sauveur. Est-ce que j'ai envie de ça? Oui, non. Bon, ça va me prendre du temps pour que la prochaine fois un jour, j'espère, je me le souhaite que quand on me propose le rôle de bourreau, je sois là, j'ai aucune réaction. Pour l'instant, il y a encore mon corps qui fait, je me crispe, quoi. C'est pas encore très confortable quand on me propose d'être un bourreau. Mais maintenant, j'arrive à dire non assez rapidement et à dire, écoute, voilà. Ouais, comment justement tu sors de ce jeu de rôle, j'aurais envie de dire. Ben là, c'est ce qui s'est passé ce matin-là, c'est que ça a été assez rapide. Il y a eu 2 trucs. Alors je vais le dire parce que je pense que j'ai eu l'intelligence aussi d'écouter ce qu'elle m'a dit. Parce que je considère que un peu comme Franck Levet et d'autres personnes, les réactions des autres m'informent sur moi. Donc si elle a voulu la défendre, c'est qu'il y avait potentiellement quelque chose de pas juste dans ma posture du début. Donc pour moi, il y a eu les deux. Il y a eu verbaliser et dire, écoute, je suis pas confortable et je suis pas confortable à ce que tu prennes sa défense alors qu'elle t'a rien demandé et que moi je t'ai rien demandé. Donc il y avait d'abord dire, écoute, je suis pas à l'aise avec ça et ce côté-là, je suis pas très à l'aise. Et en même temps, j'entends que ma manière de fonctionner était peut-être un peu bourrin. Donc je te propose, je vais reformuler. Et donc au lieu de dire, au lieu de dire, voilà, on a une nouvelle pochette, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai même pas posé de question. Je crois que j'ai dit, voilà la nouvelle pochette pour cet invité. J'ai formulé en disant, est-ce que ce serait possible de changer la pochette pour cet invité et quelles seraient les conditions tarifaires? Et je pense que le fait que j'ai fait et les deux, c'est-à-dire prendre en compte ce que me proposait Marie-Ange, elle s'est sentie entendue. Elle m'a dit, ah putain, trop bien de bosser avec toi parce qu'elle a vu que si j'étais pas juste dans j'aime pas ta réaction, mais ok, j'apprécie pas ta réaction, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à prendre dedans pour moi. Et donc pour moi, c'était les deux. C'était dire, est-ce qu'on peut éviter de jouer à ce jeu-là? Et en même temps, en quoi j'y ai contribué et comment moi je peux y remédier de ma façon. En reformulant et en lui disant, voilà, tu as vu, j'ai reformulé, j'ai appris, merci de me montrer que par moment je manque de présence et de conscience. Voilà. Pour moi, c'est comme tout à l'heure, c'est le temps de latence qu'il me faut pour faire cette va-et-vient entre la qualité de ce que je juge de la qualité de son interaction et la qualité de mon ancienne intervention. Ouais, là où ça frotte, là où il y a là où ça gratte de comprendre qu'est-ce qui se joue, autant de son côté que de l'autre. Ouais. Et donc pour moi, effectivement, c'est de reprendre ce truc de Franck Lebet, de le garder dans un coin de ta réaction m'informe de là où j'en suis. Et pour moi, vraiment garder ça dans un coin de ma tête, c'est essentiel pour pas vriller et pas être dans le blâme de l'autre. Et pour cela, on a besoin d'authenticité, en fait, de se dire les choses, parce je trouve qu'on est dans une société qui est tombée dans la complaisance, où on se dit plus rien. On a plus le droit de dire, on peut plus rien dire parce que tout le monde prend personnellement les choses. On a besoin d'authenticité, de dire, justement, quand ça gratte, et peu importe les jeux de rôle qui se jouent, c'est justement qu'on puisse identifier tous, en fait, ce qui se joue et quelle est la pépite qu'on peut faire sortir de tout ça. Et, en tout cas, c'est ce qui me parle là. Et justement, je voulais revenir un peu au podcast et avec Marie-Ange. Comment cette relation, elle s'est construite, du coup, comment ça a commencé, comment elle a évolué avec, parce que du coup, juste pour revenir sur le podcast, les épisodes sortent
là en juin 2023, mais vous avez commencé les enregistrements encore en octobre, novembre 2022 ou ça, C'est quelque ça, chose comme ça. octobre 2022. Et voilà. Et comment ce duo il a évolué entre cette époque et aujourd'hui? C'est marrant que tu parles d'authenticité parce que je pense que c'est ça ce qui a fait que Marie-Ange m'a contacté la première fois. Elle gérait le compte d'un mec un peu connu que moi je connaissais à l'époque et qui aujourd'hui est devenu assez connu. Et donc moi je pense j'ai une part de jalousie. Et j'ai été très transparent en lui disant, écoute, je suis un peu jaloux, blablabla, mais tu vois, j'étais assez genre voilà, ce que je peux avoir de temps en temps, une sorte de candeur un peu charmante. Et elle me dit, ah tiens, ton message m'a attiré l'attention. Est-ce que ça te dirait que je t'accompagne? Donc on a déjà commencé sur un truc un peu où j'étais transparent, tu vois. Je suis jaloux, j'ai envie de mieux. Et donc on a commencé à bosser ensemble en tant que media manager et tout. Et déjà, j'adore l'intelligence, la présence, la finesse. Enfin, j'ai vraiment plein d'amour pour cette femme ou pour cet être humain. Elle me bluffe régulièrement dans sa capacité à. Parfois, je peux être un peu radical et un peu rentre dedans. Et elle est toujours OK. Comment est-ce qu'on peut le formuler d'une manière? Elle a vraiment, en tout cas, une capacité d'accueil, d'ouverture, de réflexion. Alors qu'elle n'a pas forcément les mêmes opinions, et donc on peut avoir des échanges sans essayer de se prouver l'un l'autre. Enfin, voilà, elle peut me dire qu'elle souffre, je peux dire que je souffre, et on n'est pas, ouais, mais moi c'est les femmes souffrent plus, les hommes souffrent. Enfin, c'est OK, tu souffres, je souffre, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, quand elle m'a dit oui, j'ai dit mais c'est ça, il y a un truc de évidemment. Puis si je suis transparent, effectivement, il y avait un truc, ok, cool. En plus, je la trouve, c'est un gentil parfait. Enfin, il y avait aussi, elle va m'aider les moments où je pense que je vais pouvoir dire des conneries, elle est trop loin. Tu vois, même quand là, dans ce qu'on a dit, j'ai des parts de moi qui ont peur d'oser prendre la parole et d'être aussi tranché, d'oser déplaire. Et donc, c'est bien que j'ai Marie-Ange de temps en temps qui me fasse. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai appris à l'apprécier, à l'aimer, à voir voilà toutes l'ensemble de qualités qu'elle possède, d'intégrité, de volonté, d'écoute, de bienveillance, d'accueil, de réflexion, de sensibilité. Voilà. Et c'est tous ces épisodes et donc cette collaboration. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a mis en lumière? Qu'est-ce que t'as appris? Ouais, déjà rien que le premier épisode que j'ai réécouté 2 fois, que j'ai réécouté il y a pas longtemps parce que il fallait qu'on tire des extraits et qu'on rajoute des virgules sonores. Il fallait. Nous avions décidé, je vais reformuler, on n'a aucune obligation. Il y a aucune obligation dans la vie à rien. Donc j'avais choisi de le réécouter pour pouvoir mettre des virgules sonores et qu'il soit plus joli. Et c'est un peu le retour que m'a fait ma plus vieille pote là ce matin. Moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que je me suis connecté à cet inconscient collectif masculin de souffrance, je vois que les trucs négatifs. Et j'ai l'impression d'avoir que des modèles négatifs. Et elle me dit, oui, mais tu fais quoi de Bouddha, de Jésus, de Gandhi, de Martin Luther King, de prix Nobel de la paix, de Goenka, de mes maîtres, de Mathieu Ricard. Enfin, il y en a des hommes positifs. Et c'est vrai que je l'ai réécouté 2 fois, je sais, mais c'est vrai. J'ai un biais déformé de ne voir, tu vois, d'occulter ces hommes en me disant, ouais, mais Gandhi, il paraît qu'il y a des trucs louches derrière, Martin Luther King, il paraît qu'avec sa meuf. Enfin, j'ai du mal à vraiment à juste à pas prendre l'homme en me disant ok il a des vraies qualités. Chez les femmes, est-ce que j'arrive à me dire qu'il y a des femmes? Non, mais je crois qu'avec tous les êtres humains, mais c'est mon côté un peu scorpion. Je vois un peu le masque. Et donc pour moi, c'est apprendre à être ok avec le mien et donc avec ceux des autres. Donc pour moi, rien que cette réflexion, ça a été très fort. Il y a eu avec Grégory, voilà, on a le même cette même vision à un endroit de, on est tous plus ou moins un peu racistes, antisémites, homophobes, tout, hétérophobes, enfin misandres, misogynes, c'est tous un peu là. Et donc si on pouvait partir de là
et tu vois, partir de nos conversations, on l'est tous un peu, est-ce qu'on pourrait se donner un peu d'indulgence et plutôt que de venir avec une sorte de chevalier du droit moral, ce serait vachement cool. Mais là, parce que c'est les premiers, donc avec Noémie, c'est le moment où elle me dit, et effectivement, j'ai pleuré pendant l'épisode, où elle me dit, je comprends que tu as envie de dire not all men pour toi. Elle me dit, tous les autres hommes, et grâce à toi, depuis que je t'ai rencontré, depuis que je t'ai parlé, depuis que je te connais, je comprends que tu as envie de dire not all men. Au vu de ce que t'en as chié, dans ce que tu m'as dit de quand t'es petit, je comprends que t'as envie de dire non mais pas tous les hommes quoi. Et en même temps, ça a été dans cet épisode de ok, j'accepte aujourd'hui le responsable et pas coupable. Je suis responsable à ma façon, dans ma manière de penser, de communiquer, de partager, d'être, d'alimenter ou pas cette égrégore patriarcale. Et alors, juste pour faire une aparté, pour moi, le patriarcat, c'est ni bien ni mauvais. C'est une énergie, c'est un concept comme le communisme. Voilà, c'est une forme. C'est une forme. Et la forme, elle est ni bonne ni mauvaise. Aujourd'hui, elle est exploitée par des humains de manière excessive et elle a des conséquences négatives, mais c'est pas en soi mauvais pour moi. C'est pas obligé de l'être. Et donc pour autre aparté que pour moi, tant qu'on vivra dans un monde dans lequel il y aura de la guerre, nous aurons un monde qui sera dominé par une énergie masculine. Tant que nous aurons un monde qui sera désiré par une énergie masculine, on aura de la guerre. Donc c'est comment sortir de ce cycle. Mais pour moi, tant qu'il y aura de la guerre, il y aura du patriarcat. Tant qu'il y aura du patriarcat, il y aura de la guerre qui commence, comment on s'arrête. Mais pour moi, il y a un grand lien entre guerre, patriarcat, capitalisme et toutes les merdes. Et pour moi, tu vois, le grand moment de l'émergence du mouvement féministe plus doux, c'était au moment du Flower Power, qui était contre la guerre au Vietnam. Tu vois, c'était pendant la Première Guerre mondiale où les femmes ont accès au travail. Enfin, pour moi, il y a tout un lien entre la guerre, tant qu'entre guillemets les hommes n'auront pas à protéger dans l'inconscient de tout le monde les femmes, parce que c'est là dans un coin, c'est les hommes qui vont aller mourir pour leurs femmes et leurs enfants. Tant que cette injonction et cette inconscience sera là, aussi, il y aura pas d'égalité. Parce que c'est compliqué de dire à quelqu'un, en fait, moi, je vais aller mourir pour toi, mais on a les mêmes droits. J'y peux rien, mais dans un coin de ma tête, je me dis, c'est pas cool, quoi. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort. Et c'était quoi ta question? Ah oui, donc aujourd'hui, voilà, mais je suis pas coupable de la souffrance des femmes, je suis pas coupable de la souffrance de tout le monde, mais ça met du temps à intégrer. Responsable et pas coupable. J'aime bien, et je pense que ça pourra peut-être faire du bien à certains hommes d'entendre ça. Et je sais que je crois que vous en parlez dans l'épisode, dans le premier épisode. Ce mot féminisme, en fait, Marie-Ange a une bonne définition, je crois, à un moment où elle dit que c'est pas, je sais plus comment elle explique ça, mais c'est quoi ta vision du mot aujourd'hui, en fait, ou est-ce que ces épisodes, en tout cas, c'est les interactions que tu as pu avoir, ont eu Moi, déjà, je pars de l'idée que j'ai envie d'être ni féministe, ni pas féministe, ni masculiniste, ni pas féministe. J'ai en train de me dire de cette nuit, j'ai en train de chercher, peut-être que je voulais être hoministe, mais pas masculiniste, parce que vraiment masculiniste, c'est attaché avec les rednecks blancs américains un peu conservateurs. Moi, je pense que je suis plutôt pour l'équité, que à l'instar d'une certaine façon de certaines femmes qui disent moi je me retrouve pas dans le mot fraternité, moi je me retrouve pas dans le mot féministe. Ça n'englobe pas les deux, et on aura beau me dire et essayer de me faire comprendre que si vous vous retrouvez pas dans le mot fraternité, je pense que, en tout cas moi, ça m'aide à m'autoriser à pas me ressentir dans le mot féministe. Et que c'était marrant, on a hésité à appeler le premier épisode féministe contre mon gré. Parce que pour Marie-Ange, c'est un podcast féministe. Pour moi, j'ai pas envie que ce soit un podcast féministe, mais si c'est un podcast féministe, très bien. Ça me va très bien voilà, je suis pour que tout le monde soit heureux, bien, que tu sois dans un corps d'homme ou un corps d'homme. Et avec ce mot, plus j'avance et plus je me dis que c'est un peu comme mon lien à, enfin parfois, tu sais, les périodes avec l'islam où de faire une distinction entre parfois en fait t'as les extrêmes qui se prononcent et qui parlent beaucoup et qui sont souvent plus violents, plus agressifs, mais qui représentent pas du tout le reste du mouvement.
Et donc pour moi, c'est de réussir petit à petit à faire la distinction entre l'extrême, qui est très visible, très entendu, et en fait le fond du mouvement qui est ailleurs, qui est plus doux, qui est plus prononcé, qui est plus nuancé. Donc avec ce côté-là, je suis plus en douceur. Avec le côté plus acharné, il y a beaucoup de trucs où moi je suis. Enfin, tu vois, le manspreading, c'est un concept. Moi, en tant qu'homme, quand il y a un, voilà, c'est toujours la blague que j'ai sur l'accoudoir dans le métro ou l'accoudoir dans l'avion ou le truc. Avant, j'étais là, putain, comme je sais, je passais des heures à lutter pour la lutte du pouvoir de l'accoudoir dans l'avion. Aujourd'hui, je demande à la personne, est-ce que ce serait OK pour toi de partager l'accoudoir? Et pour moi, c'est la même chose d'une certaine façon, le manspreading. Est-ce que ce serait OK pour toi de partager l'espace? Je suis pas obligé d'y mettre une vision, ça y est, c'est la domination des hommes sur les femmes parce que quelqu'un écarte les jambes dans le métro. Enfin, pour moi, il y a un truc de, est-ce qu'on pourrait aussi juste, ce serait OK pour toi de serrer les jambes et de me laisser de la place? Je pense qu'il y a peu de personnes, si tu leur demandes avec cette énergie, cette tendresse-là, qui vont dire, va te faire foutre, connasse, ou va te faire foutre, connard, je prends tout l'espace. Puis s'il le fait, c'est son problème, hein, d'être un con, entre guillemets. Donc pour moi, il y a beaucoup de concepts, tu vois, même il y a pas longtemps, je suis enfin en paix avec le mot privilège, parce que j'ai enfin pu redonner le sens à privilège de ce que c'est. Et pour moi, privilège, c'est un jugement sur un fait. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer depuis que j'ai l'impression que le mot est existé, on est en train de me faire passer ce jugement comme un fait. Or, le fait, c'est, si tu veux, les hommes blancs gagnent plus d'argent, il y a plus d'hommes blancs au pouvoir, il y a plus d'hommes hétéros au pouvoir, il y a plus de ci, ça. Est-ce que c'est un privilège? C'est un jugement sur ces faits. Après, tu peux le vivre comme ça. Et même moi, parfois, je dis que j'ai des privilèges parce que c'est un abus pour moi, c'est une forme d'abus de langage. Mais depuis que je me rappelle qu'en fait, non, c'est un jugement et pas un fait, je peux recommencer à penser. Et pour moi, c'est un des autres espaces qui m'est important dans le podcast avec Marie-Ange, c'est de remettre de la place à penser, qu'on me propose des nouveaux concepts et de pouvoir dire, attends, oui, mais on pourra peut-être le tourner comme ça. Comme pour moi, sur toute l'identité de je suis non-binaire, je suis pan, je suis truc, très bien. C'est cool parce que t'ajoutes t'ajoutes de la couleur, t'ajoutes de la vie, t'ajoutes plein d'arcs et plein de couleurs et plein de palettes qui n'existaient pas avant. Par contre, si tu me le proposes de manière cagée, en genre je suis comme ça et si tu me reconnais pas comme ça et que tu me le proposes avec violence, je suis là, bah non, en fait là tu me proposes de la violence, tu me proposes pas une symphonie. Tu me proposes des maracas qui font des cymbales qui font un peu mal à l'oreille, alors que ça pourrait être une jolie symphonie. Donc je pense que j'ai beaucoup plus de douceur au fur et à mesure que je retrouve et que je m'autorise à penser et pas avoir peur de verbaliser ma pensée et pas me dire que je suis un vieux con, ce que je suis sûrement par plein d'autres écarts, mais que je suis pas juste ça. Je suis pas juste un vieux con réac qui a le droit de pas aimer utiliser des objets électroniques avec sa chérie dans un lit sans me dire que je suis vieux jeu. Voilà, j'ai plein d'arguments pour expliquer pourquoi je préfère toucher mon partenaire avec mes mains qu'avec un objet électronique, parce que je préfère être en lien avec le corps de ma partenaire qu'avec un objet électronique. Mais que j'avais l'impression que j'étais naze de préférer le corps de ma partenaire qu'un objet électronique. Et en fait, c'est à force de me laisser vivre et autoriser de penser ça que je pense que je vois ce qu'il y a de cool et les trucs qui me parlent pas et je les laisse de côté. Donc voilà, maintenant je fais ma petite sauce. Je sais pas si j'ai répondu, mais je réponds. Merci. Et de tout ce qu'on échange depuis tout à l'heure, puis ça se fait beaucoup à travers ce podcast. Je me posais une question dernièrement. Je serais curieux en fait de voir ton point de vue. C'est-à-dire que on dit souvent maintenant une espèce d'injonction du développement personnel il faut s'aimer pour aimer l'autre, il faut se connaître pour connaître l'autre, etc. Mais est-ce que finalement c'est pas un double mouvement et que le principal finalement c'est d'être conscient et dans l'intention en fait de ok, si je m'aime je vais aimer l'autre, mais est-ce que si l'autre m'aime ça va pas m'aider aussi à m'aimer moi-même? Clairement. Moi là-dessus notre ami Franck Levé
Mais clairement, pour moi, aimer l'autre, c'est apprendre à aimer. Enfin, l'important, c'est de développer ton muscle d'amour. Et donc, si c'est apprendre à aimer un chat, un chien, l'autre, toi, enfin, pour moi, la relation est au cœur de tout. Enfin, si c'est une phrase que j'avais entendue un jour et que j'adore, c'est que si on était fait pour enfin, on est des êtres sociaux. Si on était fait pour pas être sociaux, on aurait fait un humain. On est bientôt 10 milliards. Donc clairement, l'autre a une place dans notre, enfin, dans mon système. Et pour moi, l'autre, sans l'autre, je peux pas apprendre à m'aimer. Mm. C'est un leurre. L'autre m'enrichit. Les frustrations que je peux ressentir, les joies, les colères, tout ce que l'autre me permet de vivre sont des miroirs de mon humanité que je peux enrichir ou non. L'autre est une opportunité à m'aimer en permanence. S'il y avait pas d'autre et pas de frustration grâce à l'autre, je serais très limité dans le champ de mon expression personnelle. S'il y avait pas toutes ces personnes qui sont voilà, pan, bi ou fluide plutôt comme moi, ou noir, blanc, juif, arabe, agnostique. Moi maintenant je crois en Dieu, ça n'a aucun sens pour moi, mais je crois en Dieu. C'est grâce à ça. Enfin, c'est vous m'enrichissez et enfin, j'espère que je vous enrichis. Mais en tout cas, vous m'enrichissez. Je n'apprends à me développer et à déployer mon plein potentiel que grâce à l'autre, quoi. Enfin, moi avec l'autre, quoi. Mais est-ce que ça demande de l'authenticité forcément? Est-ce que de communiquer, d'échanger, tu vois, d'être comme l'a fait par exemple Marie-Ange, dans le problème que tu nous exposais tout à l'heure. Pour moi, déjà, l'authenticité, c'est un sujet qui est délicat parce que je peux pas choisir d'être authentique. C'est l'autre qui va savoir si je suis authentique ou pas. Si je pars avec l'intention de te dire là, je vais être authentique, Loïc, je suis déjà, c'est mort. Je suis déjà dans la construction, je suis dans le jeu, je suis dans la réappropriation du concept. Donc l'authenticité, c'est un des sujets les plus subtils potentiellement qui existent, parce que le seul moyen de l'être, c'est de pas chercher à l'être, tout en aspirant à l'être. Ben, tu vois, et donc pour moi, effectivement, moi le concept, parce que je pense que j'apprends petit à petit à m'aimer, c'est accepter. L'acceptation, pour moi, c'est l'étape avant l'amour, et pour moi, c'est accepter là où j'en suis. Et à partir du moment où j'accepte là où j'en suis et que je le dis, avec mes mots et avec vulnérabilité et simplicité, il y a des chances que je sois authentique. Mais pour moi, la première étape, c'est accepter. Et puis, si je suis fermé, si je suis dans le mensonge et tout, bah, j'accepte aussi. Je suis aussi authentique de dire, bah ouais, là, je suis en train de te mentir. Enfin, tu vois, tu peux être tout à fait authentique en disant, j'emmerde l'authenticité. Enfin, tu vois, comment dire. Ouais, c'est de la conscience et de la responsabilité ensuite. Ouais, c'est est-ce que t'es aligné avec ce que t'es là dans l'instant. Comme tu peux être complètement pas authentique en étant dans la vulnérabilité, les larmes, les pleurs et en racontant des trucs de toi. Ou avoir quelqu'un qui te dit bah tu me casses les couilles, et là il est d'une authenticité pleine balle, quoi. Pour moi, c'est vraiment tout. C'est souvent c'est souvent ce phénomène étrange que j'adore chez Virginie Despentes, qui est c'est la seule personne qui peut dire j'encule les mecs, je les baise, je les fume, et ça ne fait ressentir rien. Parce que je sens qu'elle est pas en colère contre moi. Elle est tellement tranquille avec son truc. Elle a pas de charge. Elle exprime sa colère, mais il y a pas de charge. Alors que je peux entendre des gens dire, ouais, j'adore les mecs. Et je suis là genre, oula, toi, t'aimes pas les mecs. Il y a rien d'authentique dans ce qu'on entend dire. Mais pour moi, c'est un sujet très, voilà. T'es authentique quand tu t'acceptes pleinement et que tu le dis. Mais c'est pas à toi de choisir si t'es authentique ou pas. Enfin, tu peux pas le choisir. Merci. Merci pour tous ces échanges, cette vision. C'est très nourrissant. On arrive à la fin de cet échange. Avec quoi tu repars de cette heure passée ensemble? Oh putain, j'ai un truc. Bah, je vais être authentique. Je kiffe ce que je dis. Je me sens intelligent et j'ai envie de partager plus. Et je peux pas être plus authentique. Là, tu vois, je leur dis, est-ce que je dis ça? Mais non, mais par moment, je me kiffe et je kiffe ce que je pense et j'ai envie de partager ce que je pense et j'ai envie de nourrir la planète de ce que je pense. Par moment, je kiffe ma capacité à penser et à remettre de la pensée à des endroits où il y a plus de pensée. Et donc, je repars avec, je kiffe être là, je kiffe faire ça, je kiffe être interviewé, je kiffe parler,
J'adore ça. Voilà. Et j'ai beau essayer de me faire genre, d'essayer d'être humble, ça marche pas, je kiffe. Ça se voit pour moi là maintenant et ça s'entendra, je pense. Cool. Tu vois, je repars avec ça, avec la joie. Dans l'énergie, ça se sent. Et écoute, et puis ça parlera à qui ça parlera. Créeront, de la pensée, de la discussion. Merci Marc, c'était chouette. Merci Loïc, c'était top. Merci et merci pour ta présence et tes questions et l'espace. Effectivement, je me suis senti très écouté, en bienveillance et donc merci à ta qualité d'écoute, de présence et de relançage. Voilà. Écoute, merci de me l'avoir envoyé. J'ai pris un très bon temps avec toi. J'ai bien aimé dérouler cette interview un peu, voilà, comme elle était là, ici et maintenant, comment elle se présentait. Donc, pour rappel, le podcast Homme, il est sorti la semaine dernière. Il y a le premier épisode avec Greg Pouille du podcast Lent qui est sorti aujourd'hui. Et du coup, il y en a quasiment un chaque semaine pendant tout l'été. Il y en a un toutes les semaines au début et un tous les 15 jours parce que pour qu'on arrive à septembre. Voilà. Avec aussi cette idée du coup que les gens prennent le temps des grandes vacances sur la plage ou à un endroit quelconque de peut-être se nourrir de ces échanges que tu es. Il y a des jolies personnalités, hommes, femmes, binaires, non binaires, fluides, il y a de tout. Un peu. Okay, ça marche. Et bien, écoute, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou quelque chose que tu voulais rajouter sur le podcast ou sur Non, le podcast, non. Voilà, le podcast, écoutez, franchement, il est bien. Moi, j'ai réécouté tous les épisodes, hormis mes petits tics verbaux, je trouve ça très bien. Hormis, voilà, ces petites choses-là, je trouve que nos invités sont top. Et il y a une saison 2 déjà en préparation? Il y a une saison 2 déjà en préparation. D'accord, ok, ça roule. Eh ben, écoute, on suivra ça. Cool. Bon après-midi. Merci, je vais foncer à mon rendez-vous qui m'attend. Et puis à bientôt, Marc. Salut, ciao Loïc. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.